Pour moi, la communication, c'est une arme de persuasion massive, à mettre en parallèle évidemment avec la dissuasion. Donc c'est vraiment l'arme qui permet de passer des messages, de convaincre, d'expliquer et potentiellement de retourner des esprits à des fins opérationnelles. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans cet épisode, nous allons parler à nouveau de communication opérationnelle, tout comme nous l'avons fait dans l'épisode numéro 14 avec le porte-parole de l'état-major des armées. Cette fois, nous avons rendez-vous au CIRPATER, le service d'information et de relations publiques de l'armée de terre, avec son chef, le colonel Éric Delaprelle. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes au ministère des Armées, à Paris à Ballard, avec le colonel Delaprelle. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis Éric Delaprelle, je suis colonel, j'ai 54 ans. Je suis dans l'armée depuis pas loin de 30 ans. Et j'ai un parcours qui est, dans une première partie de carrière, plutôt opérationnel. Donc je suis cavalier, j'ai fait l'école militaire interarmes. Je suis passé dans des régiments comme le 1er SPI, comme le 2e hussard, le 1er chasseur, le 1er HP où j'ai commandé un escadron, dans le hussard parachutiste. Et puis j'ai réussi ce qu'on appelle le concours de l'école de guerre. Après ce concours, on m'a dit « Bon, bah, mon gars, t'es un peu vieux, donc t'auras pas forcément le commandement de régiment. En revanche, il y a de la place dans la com, est-ce que tu veux y aller ?» Donc j'ai dit « Ok, banco, à condition que on me donne une scolarité et qu'on m'explique un peu ce que c'est que ce métier, parce que je ne le connaissais pas. » Et je me suis retrouvé à 35-36 ans, à la fac, au milieu de plein de jeunes, donc c'était assez sympa, j'étais le vieux coq. Et j'ai appris plein de trucs en fait pendant un an à Marne-la-Vallée. Et ensuite je me suis retrouvé donc projeté dans la communication de l'armée de terre au CIRPATER, service d'information de relations publiques de l'armée de terre, avec des expériences comme de porte-parole en Afghanistan, de communicants sur pas mal d'exercices. Un petit tour au Canada après une bonne période au CIRPATER, puis dans la com de recrutement. 3 ans au Canada, et puis je suis revenu. À ma grande surprise, on m'a dit « Tiens, est-ce que tu veux être chef du CIRPATER ?» J'ai évidemment accepté cette mission qui consiste à la fois à organiser la communication de l'armée de terre et à conseiller, enfin à essayer en tout cas, le chef d'état-major de l'armée de terre. Et voilà, j'ai la chance de partir au Liban à partir de cet été pour 2 ou 3 ans, pour aller tranquillement terminer ma carrière après ce poste passionnant de la com de recrutement. Voilà qui je suis. D'accord. Vous allez faire de la communication au Liban ? Je vais pas spécifiquement faire de la communication, je vais aider l'armée libanaise à progresser, à avancer, à faire le point sur les domaines dans lesquels on peut l'aider, y compris en communication. Donc c'est un challenge plutôt très intéressant. C'est intéressant. Hein. Et puis je suis marié et j'ai 4 enfants, quand même un paramètre assez important de ma vie, même essentiel d'ailleurs. C'est quoi la vision que vous avez de la communication après cette expérience au sein de l'armée ? Est-ce que vous avez vu de grandes évolutions ? Est-ce que l'armée communique de plus en plus ou de mieux en mieux peut-être ? L'évolution, elle est passionnante maintenant. De toute façon, c'est toujours quand on est vieux qu'on commence à avoir des idées à peu près claires parce qu'on a une vision globale du scope. Je pense qu'on est très bon en communication de recrutement. Qu'on est effectivement capable aujourd'hui de bien maîtriser les datas. On est capable aujourd'hui de cibler de plus en plus la communication. On arrive vraiment à se dire ça n'est plus la peine de faire effort sur telle population qui travaille à tel endroit, dans tel village ou qui est issue de tel lycée, parce qu'aujourd'hui on a des retours qui nous permettent de dire depuis 10, 15, 20 ans, faire de la communication à tel endroit ne sert à rien parce que nous n'arrivons pas à attirer dans telle population ou dans tel endroit ou sur telle spécificité tel ou tel jeune. Donc c'est une communication qui est de plus en plus ciblée et à mon avis très opérante. Sur la communication institutionnelle, je pense que les frontières sont en train de sauter. C'est-à-dire que jusque-là, on était effectivement au CIRPATER sur une communication qui
visait à expliquer ce que c'est que l'armée de terre, et qu'en fait, la digue est en train de sauter entre la communication institutionnelle et la communication opérationnelle, parce que communiquer, c'est évidemment influencer, c'est effectivement envoyer des messages qui sont ensuite interprétés et qui, de toute façon, s'inscrivent dans la logique de la persuasion. Pour moi, la communication, c'est une arme de persuasion massive, à mettre en parallèle, évidemment, avec la dissuasion. Donc c'est vraiment l'arme qui permet de passer des messages, de convaincre, d'expliquer, et potentiellement de retourner des esprits à des fins opérationnelles. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que communiquer, c'est l'art qui consiste à apprendre toutes les techniques pour faire comprendre à l'autre, ou en tout cas expliquer à l'autre quelque chose qu'il ne comprenait pas forcément ou qu'il n'avait pas à l'esprit, et lui amener face à lui des images, des textes, des éléments qui peuvent influencer sur ses décisions à venir. Alors jusque-là, on était globalement assez bons pour présenter un régiment, pour faire des portes ouvertes, on était très bons pour avoir des magazines, on était assez bons sur les réseaux sociaux, sauf que la guerre a commencé réellement dans ces domaines-là. C'est-à-dire que quand vous sortez votre magazine, quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, en réalité, vous êtes dans une guerre. C'est-à-dire que vous faites une action technique, pratique, qui vise à vous approprier des esprits. Vous, votre logique, une logique commerciale, peut-être de se dire « il faut que j'ai de plus en plus de lecteurs ». Ça, c'est une guerre. C'est-à-dire que c'est une guerre qui est commerciale, c'est une vraie guerre, c'est un vrai acte de marketing, qu'on peut appeler marketing, mais qui vise à capter de la ressource, à capter des lecteurs. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, nous militaires, nous sommes face à une arme de persuasion massive, est-ce que nous savons utiliser cette arme? Or, c'est bien notre métier de militaire que d'utiliser les armes. Donc, à partir du moment où on a fait ce constat que la com, c'est une arme de persuasion massive, quels sont les leviers que nous mettons en place pour faire en sorte que cette arme fonctionne au mieux? La frontière un peu complexe qu'il faut savoir respecter, mais qui est aussi en train de sauter un peu comme une digue aujourd'hui, c'est la différence entre je dis la vérité, qui est une vérité intemporelle, et je dis une vérité qui peut être interprétée comme purement ponctuelle. Je vous donne un exemple. En Afghanistan, par exemple, il était question, un moment, de mettre un petit coup au moral de nos adversaires talibans, et mon adversaire, quand j'étais porte-parole, était le porte-parole taliban, et il y avait une route qui était plutôt tenue de façon assez régulière, un axe logistique par les talibans, et nous la tenions de façon ponctuelle. En réfléchissant, on s'est dit, il peut y avoir un effet majeur médiatique qui consisterait à mettre au journal de 20h ce soir, la photo preuve contient cette route. La photo preuve contient cette route, ça peut être deux chefs de corps qui se serrent la main, celui qui est au nord et celui qui est au sud, qui se retrouvent sur la route, qui se serrent la main. Et cette photo, prise à l'instant T, à 17h03 par exemple, est la vérité de 17h03. Et quand on la donne aux médias, on ne ment pas en disant « on tient la route ». Mais globalement, pour tenir la route, on fait quand même des actions de combat. C'est-à-dire que la guerre pour une photo. Et cette photo, ensuite, entre les mains des médias, est évidemment exploitée sur la vérité à l'instant T, c'est que l'armée française tient la route. Vous pouvez imaginer que dans un traitement médiatique un peu rapide, cette photo, elle devient intemporelle. Les Français tiennent la route. Donc vous voyez par cette image assez simple que, aujourd'hui, ce qui est assez compliqué, c'est de rester dans un périmètre qui soit éthiquement acceptable, c'est-à-dire ne pas raconter des contre-vérités, mais pour autant utiliser l'image à des fins guerrières, à des fins d'information. Et c'est tout l'art de ce que j'appelle les effets majeurs médiatiques. Alors les évolutions, elles sont en train de se jouer en fait en ce moment. Il y a un stage qui vient de commencer où on récupère nos officiers communication et où on leur dit « Ok, jusque-là, vous étiez des conseillers de vos chefs de corps pour permettre au régiment d'avoir
un bon petit magazine mensuel, feuille de chou, tout ce que vous voulez, mais qui raconte la vie du régiment. Nos Ofcom, ils viennent d'écoles de communication, master de communication, etc. Ils ne sont pas mauvais là-dedans. Sauf qu'il y a tout un paramètre qu'ils ne connaissent pas, qui est justement la manœuvre informationnelle. Donc l'idée, c'est de leur expliquer ce que c'est qu'un régiment, ce que c'est qu'une section, ce que c'est qu'une compagnie, leur expliquer la méthode de raisonnement tactique du lieutenant, du capitaine, du colonel, et connaissant cette méthode de raisonnement tactique, d'être capable d'être celui qui, à chaque étape du raisonnement, peut proposer une action de communication. À la fin, cet Ofcom, il doit être capable de dire « Mon colonel, en réalité, je crois que j'ai bien compris ce que vous vouliez faire. Je pense que j'ai une idée en termes de communication qui va peut-être vous épargner des vies, mais qui va vous permettre d'atteindre le même succès opérationnel. Parce que j'estime que si ce soir, à tel moment, on a telle photo qui montre telle chose, on peut avoir gagné la guerre, avant de la faire. » C'est bien ça qui change radicalement aujourd'hui. C'est de former nos officiers communication à être des spécialistes du raisonnement médiatique, capables de s'inscrire raisonnablement dans la méthode de raisonnement tactique du militaire. Vous voyez, ce qui change, c'est donc ça. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est quels sont les messages qu'on envoie, sachant qu'aujourd'hui, vous le voyez bien, il y a, et si vous prenez les pages de différents réseaux sociaux des grandes autorités et militaires et politiques du pays, vous verrez les commentaires, vous verrez les attaques sur les commentaires. Tout poste aujourd'hui fait par un responsable militaire de haut niveau sur le Mali, dans la foulée, vous avez clairement des quantités de messages anti-français qui viennent s'agréger sur ces réseaux sociaux et sur ces commentaires. Il n'y a pas de raison de laisser le champ uniquement aux autres dans ces affaires-là. C'est-à-dire que la communication, c'est aussi raisonner la communication de l'autre et de voir comment on peut la contrer. Donc, j'ai été un peu long pour vous dire que, ouais, il y a une vraie révolution dans ces affaires-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus seulement d'être dans un descriptif naïf de ce qu'on fait. Il s'agit d'être dans une prise en compte beaucoup plus large de ce que c'est que la communication et de comprendre que la communication, c'est un acte de guerre et qu'il faut le prendre aussi comme ça. Ça, quelque part, ça a toujours été le cas, parce qu'au final, quand on remonte le temps, on regarde un peu dans l'histoire, la guerre du Vietnam, par exemple, les Américains avaient carrément déployé des équipes de journalistes, on le voit dans des films, hein, c'est très connu, où les journalistes sont là pour justement faire en sorte que les troupes gardent le moral, qu'on montre que ça se passe bien. Et il y a aussi cette instrumentalisation des journalistes qui sont sur place, on les met en embedded pour montrer justement ce qui va bien surtout. Sauf qu'aujourd'hui, quand on parle de ça publiquement, ou quand ça se remarque, on va dire, comme ça a été le cas notamment en Afrique de l'Ouest il n'y a pas longtemps, quand Facebook a montré qu'il y avait des comptes qui étaient utilisés pour faire de la propagande, on a l'impression que c'est pas admis. C'est-à-dire que c'est mal vu, quelque chose de vraiment négatif. Alors, d'abord, vous avez raison, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que dans ce système, on a à peu près tout le temps perdu. Vous parliez de la guerre du Vietnam, je n'ai pas beaucoup d'illustrations, d'exemples où des pays démocratiques ont gagné la guerre de la communication. J'en connais pas. C'est-à-dire que globalement, on est plutôt sur un savoir-faire assez dictatorial, on est plutôt sur un savoir-faire, je veux dire, dans l'histoire, les maîtres de la propagande, c'était plutôt le Troisième Reich. C'est-à-dire que cette capacité intellectuelle de raisonner la guerre par la communication, c'est effectivement pas un savoir-faire démocratique. Et là où vous avez raison, c'est que c'est mal vu. Donc toute la question, c'est de se dire, mais pourquoi on change? Et pourquoi c'est mal vu? C'est mal vu parce que, effectivement, pour reprendre l'histoire tout à l'heure de l'image qu'on fait à 17h03 ou 17h04 en Afghanistan, donnée aux médias, si effectivement on est, quand on la donne sur un storytelling qui est de dire on la tient, on l'a toujours tenue, etc., c'est pas bien parce que c'est pas ça. En revanche, dire aux médias démocratiques avec lesquels on travaille, j'y reviendrai parce que la boucle sera bouclée. Ok, cette image elle est importante parce qu'elle montre bien que l'armée française tient la route à ce moment-là. On vous la donne évidemment avec le narratif associé qui est
on tient la route à ce moment-là. Vous en faites ce que vous voulez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'estime, et j'en discute souvent avec des journalistes, que les journalistes, dans la relation qu'ils ont avec la communication des armées, en particulier ceux qui s'occupent et intéressent aux problématiques de défense, on voyait ce matin avec le CEMAT, le chef d'état-major de l'armée de terre, 30 journalistes de l'association des journalistes de défense, sont des gens qui s'intéressent à ces problématiques-là. Je parle de cette association en particulier. Je leur dis souvent, le jour où il y aura une catastrophe pour l'armée de terre, une catastrophe qui peut être un soldat de sentinelle qui devient fou et rafale à la sortie d'une école, qui peut être n'importe quel scénario aujourd'hui improbable, mais qui vient et qui fait en sorte que ce soir, au journal télévisé, la crédibilité de l'armée de terre est complètement remise en cause. Qui pourra nous sortir de là? Pas les militaires. Des journalistes. Des gens autonomes, neutres, mais qui connaissent bien l'institution. C'est-à-dire qui savent que dans ces moments-là, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et qu'ils peuvent, à ce moment-là, sur les plateaux de télévision, dans un pays démocratique, être ceux qui rassurent la population. En disant, effectivement, voilà ce qui s'est passé, voilà quelle est la problématique, et vous pouvez garder confiance parce que. Je vous dis ça pourquoi? Pour en revenir au lien avec tout ce qui est influence, c'est que nos journalistes sauront faire bon usage des images qu'on leur donnera et de l'information qu'on leur donnera. C'est eux qui estimeront si ils rentrent dans l'influence parce que les intérêts vitaux de la France sont en danger, ou s'ils restent dans la communication pure parce que les intérêts vitaux de la France ne sont pas engagés. Donc, je pense que le militaire, il est dans son rôle de travailler cette communication au sens de l'influence, et qu'il est dans son rôle de donner aux journalistes cette information la plus claire possible. L'objectif n'est pas de tromper le journaliste, l'objectif est de donner aux journalistes les moyens, à son niveau, dans des situations particulières, d'utiliser cette information comme il le souhaite. Donc c'est ça qui a changé, et c'est ça qui fait toute la différence, c'est arrêtons cette naïveté qui consiste à penser que la communication, elle est juste institutionnelle et qu'on est juste là pour dire « Oh, le ciel est bleu », mais rentrons dans une communication à plus-value qui permet effectivement d'apporter des axes et des angles qui sont un peu différents. Donc ce qui a changé dans la com et ce qui change dans le recrutement de nos Ofcom aujourd'hui, c'est qu'on leur demande plus juste d'être capable de nous décrire quelque chose, mais bien de nous raconter une histoire, de trouver des angles différents et de ne pas hésiter dans le mode de raisonnement militaire d'apporter des plus-values qui montrent que là, il n'y a pas besoin d'artillerie à ce moment-là, ou qu'il n'y a pas besoin de cavalerie. Il suffit d'avoir une bonne communication, il suffit d'avoir une bonne photo. Voilà. Et ensuite, il faut connaître l'histoire. Il faut être capable d'utiliser, de raisonner ce que l'ennemi est capable de faire en communication. Si vous prenez globalement les dernières actions de Tsahal dans la bande de Gaza, c'est bien un coup de fil à l'agence, à l'organe de presse le plus présent qui dit « on rentre dans Gaza », qui fait que les leaders sur place sortent de leur planque, se disant « ils arrivent », et puis à ce moment-là, sortant de leur planque, et ben, malheureusement, pour eux, se font flinguer par l'armée israélienne, qui, en fait, a abusé d'un organe de presse qui a cru que c'était vrai. On ne peut pas ignorer ça. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut qu'on fasse la même chose. Il faut juste qu'on ne soit pas naïf quant à l'utilisation des moyens de communication dans le monde moderne dans lequel on vit. Voilà. Est-ce que cette guerre, elle peut être aussi interne au pays? Je m'explique dans le sens où quand on va parler de l'armée dans les médias, aujourd'hui, et depuis quelques années, c'est soit en bien pour l'institution, en tout cas quand on va parler d'opérations extérieures, ce genre de choses, mais aussi souvent en mal quand il y a des médias qui restent des médias d'une démocratie, mais qui vont avoir une ligne éditoriale un petit peu plus marquée sur certains points. Je pense à des journaux comme Mediapart, Blast, etc., qui vont aller justement chercher la polémique, le scandale. Comment vous percevez ça? Est-ce qu'il y a toujours cette logique de dire on affronte une communication qui va à l'encontre de la nôtre? Comment se positionne-t-on par rapport aux faits, par rapport à... En fait, c'est assez simple. C'est assez facile. C'est assez facile parce qu'on a une belle armée de terre.
Quand on est un bon boulanger et qu'on vend du bon pain, globalement, la communication, elle se fait assez bien. Le bouche à oreille, les réseaux sociaux autour, et il y aura toujours le boulanger compétiteur ou la grande surface qui voudrait que la boulangerie se ferme, qui fera sur ses réseaux sociaux une retape pour laquelle personne n'est dupe. Sur les affaires de Mediapart ou d'autres révélations, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui le sont moins. Toujours est-il qu'à chaque fois que quelque chose sort dans ces domaines-là, on regarde de près, on fait une enquête, on observe, c'est-à-dire qu'on n'écarte pas du bras, et s'il y a faute, globalement, elle est dénoncée, elle est punie. C'est-à-dire que des organes de presse qui peuvent sembler nous titiller, parfois nous rendent service, parce qu'il y a des choses qui sont vraies, parfois nous embêtent un peu parce qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies. En tout état de cause, on est tellement sûr qu'on fait du bon pain, on est tellement sûr que les soldats de l'armée de terre, dans leur immense majorité, font un tel travail au profit de la France et de la population française, qu'on condamne, on enquête, on regarde, on condamne, on punit le cas échéant. On est un peu triste de l'image que ça peut donner, mais on est quand même très sûr qu'on a une belle armée de terre. Donc, en fait, c'est vraiment pas un aspect stressant de mon métier. J'ai jamais été stressé pendant ces 2 ans comme chef du Sherpa de tel ou tel média qui va sortir quelque chose qui peut potentiellement nous faire du mal. Si c'est une bêtise faite par un soldat de l'armée de terre, c'est une bêtise faite par un soldat de l'armée de terre qui sera sanctionné. Le taux d'opinion favorable des Français vis-à-vis de son armée de terre, il est proche de 80-85%. Globalement, il n'y a pas vraiment de sujet sur cette affaire-là. Le vrai sujet, c'est comment on reste à ce niveau de confiance. Et ben, ça veut dire, effectivement, continuer à s'entraîner, ça veut dire être très exigeant dans la formation de nos jeunes, ça veut dire avoir une communication qui montre vraiment la réalité des choses. Encore une fois, on a une belle armée de terre. L'escalier social, en fait, toutes nos valeurs. Et on est très fort sur ces valeurs-là, parce que, globalement, ce qu'on sait, c'est quoi? C'est si on va, par exemple, sur la parité, on vient de voir sur la mixité, etc., les portes de l'armée de terre sont vraiment ouverts aux femmes. Notre problématique, nous, c'est pas de dire il y en a 10, 12, 14%. Notre problématique, c'est de dire s'il y en a 10% au départ, il faut qu'il y en ait 10% à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes filles qui arrivent, on leur assure pendant tout leur parcours quelque chose qui soit suffisamment fiable pour qu'elles puissent s'occuper aussi de leurs enfants, qu'elles puissent gérer leurs problématiques de femmes tout en arrivant au bout du parcours. Nous, les femmes, elles sont payées comme les hommes. Je ne crois pas que ce soit partout pareil. On peut prendre plein d'exemples comme ça. Il y a quelque chose aussi qui joue, à mon avis, fortement, si on veut comparer ça au monde privé, c'est que moi, je ne suis pas payé par mon chef. Je suis extrêmement libre devant mon chef. C'est-à-dire qu'on parle de la grande muette, etc. Non, quand vous n'êtes pas payé par votre chef, vous êtes beaucoup plus libre de dire les choses. Parce que vous savez pertinemment que si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous serez quand même payé à la fin du mois. Donc, tout ça, ça mérite d'être connu, ça mérite d'être mieux expliqué, mieux communiqué, et ça doit vraiment donner confiance aux jeunes sur, en fait, c'est une belle armée de terre. Et toutes les attaques qui vont venir de part et d'autre, on les écoutera, on les entendra, on verra si c'est vrai ou pas. On peut avoir en tête l'exemple de Charlie Hebdo, qui, il y a 2 ans, au moment du crash au Mali, où il y avait eu 13 morts, avait malencontreusement sorti un dessin qui correspondait absolument pas à nos valeurs, où le cercueil des soldats était dans la cour des Invalides avec des slogans de la campagne de recrutement. La meilleure communication qui a été faite, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre qui invitait le patron de Charlie Hebdo à venir le lundi suivant aux Invalides, dans la cour des Invalides, face au cercueil, pour toucher du doigt l'émotion par rapport à cette affaire-là. Et Charlie Hebdo a très bien réagi. Donc, on a cette chance d'être dans un pays qui est quand même très ouvert, on a cette chance d'être dans un pays qui respecte quand même vraiment beaucoup la force, la notion de force à opposer à la notion de violence, et qui respecte tout ça. Donc, moi, en tant que patron de la com de l'armée de terre, j'ai pas de soucis sur ces sujets-là. On les affronte et on les assume. D'autant plus qu'il y a quand même une communauté de militaires sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui est assez forte, qui se fédère aussi autour d'un phénomène assez nouveau que sont les influenceurs, qui se retrouvent aussi, les anciens des forces, qui deviennent des influenceurs sur les médias sociaux et qui fédèrent tous ces gens. Et à chaque fois qu'il y a une histoire comme ça, il n'y a même plus besoin de communiquer, parce qu'en fait, les défenses se font un peu sur les réseaux. C'est vrai. Les réseaux qui sont la première source d'information des jeunes. C'est-à-dire qu'on n'a plus une information verticale
avec un chef qui dit quelque chose et tout le monde qui prend l'information. On a une information horizontale. Moi, à mon époque, quand je commandais mon escadron, c'est le chef qui disait à la troupe « Nous partons en Côte d'Ivoire dans 15 jours ». Aujourd'hui, l'information, elle arrive par les réseaux sociaux, elle est horizontale. Donc, une des questions qui se pose, c'est que le chef, c'est plus dur d'être chef aujourd'hui, parce qu'avant, le chef avait l'autorité de la primeur de l'information. Aujourd'hui, le chef n'a plus l'autorité de la primeur de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, le caporal, il en sait autant que le capitaine, par rapport à ce qui se trame, ce qui se passe, etc. Donc, il doit être encore plus fort, le chef. Il doit capitaliser sur d'autres valeurs que la communication, qui n'est plus un des principes d'autorité du chef. Et c'est vraiment important, ça. Et qui devient même aussi un danger quelque part, parce que quand on regarde par exemple les révélations de Mediapart, mais aussi par exemple du Monde, quand le Monde avait enquêté sur l'utilisation des réseaux sociaux de certains militaires qui avaient mis en danger certaines opérations, est-ce que ça c'est quelque chose qui est arrivé, qui est nouveau pour vous, de devoir aussi faire de la pédagogie auprès des gens sur l'utilisation de la communication? Oui, c'est nouveau. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de choses nouvelles dans la gestion des réseaux sociaux. Tant on est vraiment sur un phénomène extrêmement large et très démocratisé, voire mondialisé, que oui, il faut régulièrement faire de la pédagogie vis-à-vis de militaires en tenue ou pas en tenue, en service ou pas en service, qui annoncent leur grade ou annoncent pas leur grade, qui par rapport à ce qu'ils disent peuvent dévoiler un peu de sécurité opérationnelle. Donc il y a de la pédagogie qui est évidemment faite. Mais il faut d'un côté savoir prévenir et d'un côté savoir encourager. Il faut que nos soldats ils sachent utiliser ces réseaux sociaux, à bon escient aussi. Donc tout n'est pas dans le... Il ne faut pas être trop permissif, mais il faut faire attention non plus de ne pas se priver de l'utilisation de cette arme qui est la communication. Au-delà de l'aspect opérationnel et du maintien de cette image de l'armée, il y a aussi les logiques de recrutement, vous en avez parlé. Absolument. À quel moment on cesse d'être dans la communication de recrutement pour passer dans la partie plus opérationnelle? Ou est-ce que c'est tout le long? C'est tout le long, il n'y a pas de frontière. Toute communication qu'on fait, c'est du recrutement. Ce que je suis en train de faire avec vous, là, c'est du recrutement. C'est la base de la base de la base. C'est-à-dire que c'est pas la peine de parler de budget, c'est pas la peine de parler de casque, c'est pas la peine de parler de modernisation, c'est pas la peine de parler de tout. Du Mali, de tout ce qu'on veut, si de toute façon on n'a pas des jeunes qui viennent chez nous pour s'engager. C'est-à-dire que si on n'a pas 15 000 jeunes qui viennent tous les ans, c'est même plus la peine de parler d'un engagement au Sahel. Puisque de toute façon on ne pourra pas le faire, puisque, comme dirait Monsieur de la Palisse, on n'aura pas les soldats pour le faire. Donc, tout est du recrutement. La communication primaire des armées, c'est du recrutement. Encore une fois, dès que ce matin, par exemple, et je l'évoquais tout à l'heure, la conférence de presse du chef d'état-major de l'armée de terre vis-à-vis des journalistes. Les journalistes ont posé des questions sur l'Ukraine, sur la modernisation de l'armée de terre, sur les blessés, sur tout l'environnement. Le seul objectif d'expliquer à des journalistes ce que fait l'armée de terre, c'est pas pour convaincre des journalistes qu'on est gentil, c'est juste pour expliquer le travail que fait l'armée de terre au profit des Français, et donc attirer des jeunes qui vont venir à leur tour dans cette armée de terre pour travailler au profit des Français. Donc la com de recrutement, elle est permanente. Elle est permanente. La seule limite se situe, de ce qu'on disait tout à l'heure, dans une com qui a plus vocation à être utilisée ensuite en influence. Là, on n'est pas dans du recrutement direct. Quand je cherche la bonne image qui va prouver ce qui s'est passé, ou qui veut porter le message dans les médias, là, on n'est pas spécifiquement dans la com de recrutement. On est dans de la com qui vise à montrer au gars d'en face qu'on est présent sur le terrain à tel endroit et qu'on lui met la pression. Est-ce que dans cette communication-là, il y a aussi une volonté de communiquer pour fidéliser? Parce que le recrutement, c'est bien, mais il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent et qui découvrent l'armée à ce moment-là et qui, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, décident de rompre leur contrat, enfin, de ne pas renouveler, de partir, voire certains arrêtent en cours de route. Alors, là-dessus, il y a un peu un mythe. En fait, tous les jeunes de France, ils fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire que vous alliez chez Bouygues, que vous alliez dans l'armée française, que vous alliez dans un club de sport, que vous alliez... De toute façon, la première année, vous avez 20-25% d'attrition. C'est-à-dire que le jeune,
il aime bien tester, il aime bien goûter, il aime bien voir par lui-même, au-delà de l'information qu'on peut faire. Si ça lui convient, il reste. Si ça lui convient pas, il part. Et pour ça, l'armée de terre, elle a exactement les mêmes jeunes qui viennent. Donc, est-ce que, en communiquant mieux, on fidélise mieux? Je pense que non. Je pense que la meilleure communication pour fidéliser, c'est l'exemple. C'est-à-dire que si le jeune, il se sent bien, de toute façon, il restera. S'il ne se sent pas bien et qu'on fait une super communication, il partira. Donc, l'exemplarité est une forme de communication, mais c'est une communication plus spatio-temporelle, gestuelle, etc., enfin, d'attitude de tous les jours. Je ne crois pas que c'est la communication qui fidélise. Est-ce qu'au contraire, l'excès de communication, ou une communication qui va dans un certain sens, et qui se retrouve en contradiction peut-être avec l'exemple ou la réalité, ne contribue pas aussi potentiellement à ça? Si, vous avez raison, ça c'est sûr. Si effectivement on dit que la glace a goût de vanille et qu'elle a goût de camembert, globalement les gens derrière n'achèteront plus de glace. Donc ça c'est sûr qu'une communication exagérée qui vise à faire rêver alors que le rêve n'est pas là, est contre-productive. Ça, c'est absolument certain. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des campagnes de recrutement. C'est effectivement comment on réussit à être dans le juste milieu et apporter quelque chose qui soit aussi près que possible de la vérité. Parce que raconter la vérité brute sur le parcours d'un jeune au recrutement ne sera pas exactement la même à Belfort qu'à Tarbes, que dans tel ou tel commando, etc. Donc s'approcher le plus possible de la vérité. Comment on fait pour faire ça? On s'appuie sur des agences. On s'appuie sur des agences de communication, on s'appuie sur l'expertise qu'on n'a pas forcément. On s'appuie sur un système qui est assez bien fait, qui est en fait a des bons capteurs dans la société civile, dans les écoles, dans l'éducation nationale. Et ensuite, on a pas mal de retours d'expérience. Vous savez qu'il y a une classe d'âge, c'est 800 000. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 800 000 jeunes qui, tous les ans, font la JDC. Ça veut dire que ces gens-là, ils entendent un peu parler du monde militaire, on voit un peu qui c'est, on est un bon observatoire de la jeunesse dans l'armée de terre, donc on a quand même une visibilité, je dirais même assez médicale des jeunes. Est-ce qu'on les sent plus sportifs, moins sportifs, plus gros, moins gros, c'est quoi la tendance? Donc en fait, on est un bon observatoire qui nous permet de voir quels sont les messages qui semblent les plus proches de la vérité possible, sans faire peur, tout en parfois faisant peur un peu quand même, parce que si je prends l'exemple de ce dont je me souviens en Afghanistan, quand il y avait, ou les attentats de Paris, un attentat à Paris, en 2015, c'était une démultiplication des candidatures. Est-ce que c'est sain? Je suis pas sûr. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes qui viennent parce qu'ils se disent super, ça va cartonner. En Afghanistan, quand on avait un soldat mort, mais c'est vrai au Mali aujourd'hui, on est un jeu à somme nulle en termes de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes qui se disent c'est le mythe, c'est ça que je veux faire, c'est le combat, et puis devenir un héros. Et puis il y a tous les parents, et ce qu'on appelle les prescripteurs, l'éducation nationale, etc., qui freinent les enfants en disant attention, vous voyez que c'est un métier dangereux, etc. Donc tout ça, globalement, est à somme nulle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au final, la question qui serait très intéressante, c'est si on arrêtait toutes les pubs de recrutement, est-ce qu'on recruterait autant? C'est-à-dire, est-ce que ce métier est connu de façon assez traditionnelle et qui fait que de toute façon, la France produit régulièrement les 15 000 pour l'armée de terre, mais les 25 000 jeunes dont son armée a besoin? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut quand même expliquer régulièrement. Il y a un côté aussi très politique, puisque l'armée est assez utilisée aussi par, on l'a vu malheureusement à la mort de Maxime Blasco, quand il y a eu cet hommage national qui a été souhaité par le président de la République, qui est aussi quelque part un effet d'aubaine aussi pour expliquer ce que c'est Barkhane, qui était aussi dans l'actualité. Malheureusement, on en parlait avec Michel Goya dans un précédent épisode, il disait que c'est à ce moment-là qu'on gagne des points, entre guillemets, parce qu'on montre des belles histoires, des histoires tragiques, mais c'est aussi des histoires qui marquent, on parle de storytelling. Ça, comment on le gère en termes de communication quand on est la source officielle de l'information? Globalement, ça, encore une fois, ça se gère assez bien parce que je l'ai dit, mais je redis, on a une belle armée de terre. C'est-à-dire que moi, je le dis très souvent aux journalistes, en tant que patron de la com, j'ai rien à cacher. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui, dans cette armée de terre,
me tétanise tous les matins en me disant « Oh mon Dieu, pourvu que ça ne se sache pas ». La mort d'un soldat au Mali, Blasco ou un autre, parce que c'est tous des héros, en fait, ces jeunes-là. Blasco, il s'est trouvé dans des situations antérieures à sa mort où il a été extraordinaire. Mais de toute façon, le choix de nos jeunes d'aller loin de chez eux, de se séparer de leur vie de famille pendant 4-6 mois pour aller défendre la France, de fait, c'est un acte héroïque. La façon de communiquer sur leur mort, aujourd'hui, elle est malheureusement un peu mécanique parce que l'armée française est engagée en opération et que des soldats qui tombent en opération, c'est assez récurrent. On ne va pas dire fréquent, mais ça arrive. Donc cette mécanique de la communication, moi là où je la trouve assez extraordinaire, c'est que on est vraiment, et là je viendrai sur mon expérience canadienne, on est vraiment sur une évolution que je vois depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, sur le pont Alexandre III, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et globalement, quand j'ai eu la chance d'aller passer 3 ans au Canada, j'étais ahuri de voir les autoroutes blindées. Quand des corps revenaient d'Afghanistan, la période était un peu terminée, mais on voyait toutes ces images extraordinaires de l'autoroute du souvenir. Les autoroutes portent des noms en hommage aux soldats. Et quand je suis revenu en France, et on a encore vu avec le brigadier-chef Martin la semaine dernière, puisqu'il est maintenant brigadier-chef, le pont Alexandre III, il y a du monde. C'est-à-dire qu'on a changé on a un peu changé de monde par rapport à ça. Ça rejoint un peu ce que je vous disais sur les journalistes tout à l'heure. On est dans un pays démocratique où ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, et les Français, quelles que soient leurs convictions politiques globalement, ils reconnaissent qu'ils ont des soldats qui s'engagent, ils ont des garçons et des filles assez exceptionnels. Et donc, cette communication, elle est portée sur un terreau qui est en fait très favorable, parce que en fait, personne n'ira contester. Vous avez trouvé personne la semaine dernière, le week-end dernier, aller contester l'intérêt de la mort de Martin. Personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un consensus qui dit « Ok, ce gars-là, il a exécuté les ordres qu'une armée lui a donnés, il a fait le taf. Il y a un président de la République qui a été démocratiquement élu, qui a choisi un engagement à tel endroit, à tel moment. Des soldats y sont. Si les soldats meurent à ce moment-là, ils meurent pour la France. Chapeau à ces héros. » Donc en communication, c'est pas très compliqué de gérer ça. Le plus dur, en fait, c'est de préserver la famille. Le plus dur, c'est d'expliquer à la famille que nous ne sommes pas responsables de sa communication, qu'elle va être sollicitée, qu'on peut lui donner des conseils, et qu'on conseille toujours évidemment de se tenir un peu à distance dans les premiers temps où malheureusement on risque de gérer à chaud des événements dramatiques. Et c'est ça ma seule préoccupation, c'est que les familles de décédés ne soient pas dépossédées de moments clés dans la démarche thérapeutique du deuil par des médias qui viendraient faire un peu de voyeurisme. Voilà. Vous parliez justement du Canada. Même aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord plus largement, l'image de l'armée est beaucoup plus forte qu'ici en France. Ça, vous l'expliquez, on peut l'expliquer beaucoup par l'histoire, etc. Mais est-ce que vous l'expliquez aussi par la communication? Est-ce que c'est un vecteur important pour faire en sorte que l'armée soit populaire au point où dans certains commerces autour des bases militaires, il y a des discounts pour les militaires, que tout le monde se balade fièrement en tenue à l'extérieur, ce qu'on ne fait pas en France. Est-ce que la communication l'explique, ça? Je ne sais pas. C'est une vraie question. Moi, mon raisonnement, c'est par rapport à ce que j'ai vu là-bas, c'est de dire, c'est d'opposer 3 catégories de pays. Les États-Unis, le Canada. Globalement, on vit sur un continent où la menace n'existe pas réellement. Si on prend le Canada, c'est au nord des ours, à droite de l'eau, à gauche de l'eau, en bas des amis. Les États-Unis se situent à peu près dans la même configuration. Globalement, le Mexique, on ne peut pas dire que c'est une menace imminente. Donc on est sur un pays-continent qui n'a pas à ses frontières une menace absolument avérée. De l'autre côté du spectre, Israël, qui pour le coup se construit, et s'est construit vraiment dans une adversité quasi absolue, et qui donc a construit l'image de son armée et son armée face à des guerres régulières à ses frontières. Et puis au milieu, la France, qui ne s'y situe pas dans une situation d'État-continent, mais est bien un pays en Europe, qui ne se situe pas dans une situation israélienne où il y a eu ces 50 dernières années des attaques régulières
et des tests réguliers de la sécurité, mais se situe dans un environnement où les problématiques essentielles ne sont pas forcément des problématiques d'attaque imminente venant de l'extérieur. Des problématiques, en France, de chômage, des problématiques de pouvoir d'achat, des problématiques d'immigration, on le voit au cœur de la campagne, des problématiques qui sont en réalité des problématiques qui ne placent pas la sécurité comme thématique numéro un. Quand la sécurité n'est pas une thématique numéro un, ceux qui réalisent la sécurité n'ont donc pas l'image qui se place dans le top 3, 4, 5 des métiers qu'il faut mettre en avant. Donc, je lis sur tout ça, en fait, un contexte. C'est-à-dire, les Américains sont partis souvent faire la guerre très loin de chez eux. Quand on est très loin de chez soi, forcément, il y a une empathie populaire qui est plus grande. Les Français font la guerre au Mali, ils ont fait la guerre, effectivement, sur le continent européen. Mais globalement, sur des préoccupations qui étaient relativement loin d'être les premières qui stimulaient les Français. Est-ce que la guerre en Afghanistan, c'est quelque chose qui stimulait vraiment les Français? Je ne suis pas sûr. Est-ce que les guerres des États-Unis, plus massives, stimulaient davantage la population? Je crois que oui. Donc, je pense que ce n'est pas lié à la communication qui est faite autour, c'est lié davantage à la préoccupation de la population à l'instant T sur ces problématiques-là. Mais encore une fois, c'est une analyse personnelle qui est peut-être complètement à côté de la plaque, mais qui m'a semblé à peu près tenir la route dans ce que j'ai pu observer. Est-ce qu'on ne peut pas y ajouter une dimension économique avec peut-être les lobbyistes de l'armement qui seront peut-être beaucoup plus détendus aux États-Unis qu'en France? Parce qu'en France, quand on parle d'industrie de l'armement, c'est très tabou. Alors que ça correspond quand même à une grosse partie de l'économie en France et des emplois. Et on en parle toujours sur c'est quand il y a une polémique, comme ce qui s'est passé par exemple avec l'Australie et les sous-marins, que là on commence à en parler, mais il y a des choses dont on ne parle pas. Et est-ce que ça ne peut pas s'expliquer aussi, ça? Et c'est possible. On reste dans la communication. C'est possible, mais je ne suis pas assez calé sur ce domaine-là pour avoir des certitudes. C'est possible, mais j'en suis pas persuadé. En revanche, il y a un sujet qui est intéressant, c'est si vous prenez les États-Unis, des chiffres que j'ai pu me procurer, on est quasiment à 60 ou 70% des jeunes Américains qui ne peuvent pas s'engager. Ils ne peuvent pas s'engager à cause de problèmes d'obésité, à cause de problèmes de casier judiciaire, à cause de problèmes de... Là, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, la France, met quand même à disposition de son armée un certain nombre de jeunes qui sont physiquement aptes, qui sont psychologiquement aptes. Là, il y a une vraie problématique de vivier. C'est-à-dire, aujourd'hui, en communication, on peut effectivement sensibiliser plus nos jeunes sur les conditions physiques à l'engagement. Et on sait tous et on observe, je crois, une augmentation petit à petit d'un modèle qui ressemble de plus en plus aux États-Unis, où nos jeunes, malheureusement, en moyenne, il faudrait vérifier ça par des chiffres officiels, on constate une obésité, en tout cas un accroissement de l'obésité. Donc là où la communication doit jouer son rôle, c'est aussi de rappeler que pour faire la guerre, dans notre armée de terre en particulier, on a besoin de compter sur un vivier de population qui soit apte, ce qui n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis, où le nombre de jeunes que l'armée américaine peut récupérer en termes de recrutement se limite de façon importante. On va rester sur cette partie un peu internationale. Est-ce que vous détectez des différences ou des similitudes aussi dans la façon de traiter, pas traiter l'information, mais en tout cas dans le rôle du journaliste sur le terrain, du CIRPA, qui va couvrir une opération? Est-ce qu'on fait la même chose que les États-Unis, que le Canada ou que les autres nations? Je pense qu'on a un tout petit peu moins la culture de l'embed, c'est-à-dire le fait de prendre le journaliste et de le mettre au cœur d'une unité. On le fait sans doute pas assez, il faudra qu'on le fasse plus. On a une population de journalistes qui est de plus en plus multidomaine, c'est-à-dire que pour vivre convenablement, forcément le domaine de la défense n'est pas toujours suffisant.
Et donc, parfois, dans un certain nombre de médias, il faut s'occuper à la fois de la défense, de la justice, de la police, de l'agriculture, et d'un certain nombre de sujets qui font que on n'a pas forcément les prérequis pour être projeté rapidement sur un théâtre d'opération. Aujourd'hui, on remonte là en mars un stage qui vise à former les journalistes pour pouvoir partir en opération. Aujourd'hui, je ne suis pas persuadé, je suis même sûr du contraire, et il faut qu'on y remédie, que les journalistes qui partent en opération au coup de sifflet parce qu'il se passe quelque chose ne sont pas forcément tous capables de faire un garrot, ne sont pas forcément tous capables d'utiliser de la morphine, ne sont pas tous capables d'embarquer de nuit dans un hélicoptère, ne sont pas tous capables... Donc, on a, nous, du travail, sans juger ce que font les autres, hein, mais on a, nous, du travail pour mieux aider nos journalistes qui vont s'intéresser aux problématiques de défense à connaître cette institution militaire. On a aussi du travail pour se désinhiber, faire en sorte que nos journalistes aient plus accès en zone de guerre à des sections, à des compagnies, parce que, comme je le disais tout à l'heure, la communication est une arme de dissuasion massive ou de persuasion massive, selon les arguments qu'on emploie. Parfois, un journaliste bien équipé aura plus d'effet sur la guerre et sur l'opinion que 3 fusils dans un véhicule. Donc, sans comparer, parce que je ne suis pas assez calé pour les comparer très spécifiquement l'emploi des journalistes dans trop de pays, je vois bien les efforts qu'on a encore à faire pour acculturer un peu plus nos journalistes. Et la grande majorité sont demandeurs. J'ai l'impression qu'en France, comparé aux États-Unis, il y a quand même une méfiance plus accrue entre le militaire et le journaliste. Ça va un peu dans les deux sens d'ailleurs. En France, notamment depuis l'Afghanistan avec Guéquer et Taponnier, ou encore aujourd'hui, du coup plusieurs années après, quand on est en reportage avec des militaires, il y a cette méfiance et cette peur aussi qu'il se passe quelque chose, qu'il se passe pas bien, ce genre de choses. Est-ce que vous, au niveau du CRPATER, vous éduquez les forces ou les gens dans les forces à essayer de rétablir un peu ce lien entre journalistes et militaires sur le terrain? Moi, je suis pas très inquiet. Je pense qu'en fait, ça se passe plutôt très bien. J'ai le sentiment que tout ça a bien évolué ces dernières années. J'ai le sentiment que les militaires sont de plus en plus persuadés que les journalistes respectent absolument ce qu'ils font et que certes, ils ont une ligne éditoriale, mais que un journaliste qui travaille un certain temps avec des militaires en opération, en général, il revient assez stockholmisé. Au sens de j'ai compris ce qu'ils faisaient, ils sont courageux, chapeau. Moi, c'est plutôt ce que j'ai vu en Afghanistan, hein, des journalistes qui arrivaient en disant bon, j'y vais, mais je suis un peu critique vis-à-vis de telle chose. Alors, on disait, vous avez le droit de l'être, et soyez-le, parce que l'esprit critique est constructif. Mais qui revenaient de mission en nous disant bah écoutez, j'ai changé d'avis, ou j'ai évolué, ou j'ai pas changé d'avis, mais vraiment chapeau. Donc, non, moi, je pense que nos soldats, ils vivent avec leur temps, ils sont très désinhibés, ils sont assez naturels. À part des forces particulières, qui peuvent être les forces spéciales, ceux qui sont sous un décret d'anonymat, etc., et dont on ne souhaite pas particulièrement qu'ils soient exposés à des journalistes, ou en tout cas, quand ils le sont, que les journalistes respectent cet anonymat, ce qu'ils font très bien. Moi, je pense que tout ça se passe plutôt très bien. Et qu'on aura toujours un journaliste frustré revenant d'une opération qui se dira « j'aurais pu peut-être faire ci ou peut-être faire ça ». Évidemment, rien n'est jamais parfait, mais globalement, ça se passe plutôt pas mal. Au point d'ailleurs qu'on est les premiers au CRPATER, nous, à inviter des journalistes à aller dans des unités en leur disant « mais en fait, on vous paye même le déplacement », c'est-à-dire qu'on se débrouille pour vous amener sur le théâtre, on organise financièrement votre déplacement parce que ça nous intéresse que vous alliez voir nos soldats. Donc non, moi, j'ai pas organisé, j'organise pas de brief de soldats en disant oh mon Dieu, dites-leur ça parce que sinon ça va mal se passer. Non, ce que je veux dire, c'est est-ce que eux vous les déstressez entre guillemets dans le Ils sont pas très stressés. Ouais. Ils sont pas très stressés. Je crois pas. Alors ils connaissent les journalistes en plus. Oui, bien sûr, qu'il peut y avoir tel ou tel journaliste considéré comme un peu ronchon, qui fait un petit peu peur aux uns et aux autres, mais globalement, à partir du moment où la personne fait son boulot, est courageuse et ensuite délivre de l'information qui est correcte, il n'y a aucun souci. Donc je pense que tout ça se passe en fait plutôt très bien. On a fait un bon tour, je pense, sur tout ce qui est question de communication. Pour terminer cet échange, est-ce que vous auriez un conseil à donner à
quelqu'un qui aimerait s'engager dans cette voie-là, un militaire qui aimerait partir dans le domaine de la communication, ou qu'on a envoyé dans la communication, parce que ça arrive aussi qu'on ne choisisse pas forcément sa trajectoire et qu'on ait un peu des a priori sur la question. Qu'est-ce que vous aimeriez partager à ce niveau-là? Moi, je pense, mais c'est comme à peu près dans tous les domaines. C'est vraiment la culture générale qui permet d'éviter de refaire des choses qui se sont faites avant. Et dans tout ce qu'on a dit, en fait, j'ai rien inventé de neuf. Et quand je dis j'ai, c'est pas je, Éric Delaprelle, parce que tout ça, c'est une équipe, et je salue évidemment tout le travail du CIRPATER, et s'il n'y a pas de gens avec autant de cohésion et d'envie de travailler, ça marche pas, et le chef là-dedans, il est rien. Le conseil que je donne, c'est en fait, tout ce que je vous ai dit sur la communication, l'influence, et vous l'avez souligné, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. On est sans doute en train de réinventer l'eau chaude parce qu'on a perdu dans une période de temps de paix assez longue des savoir-faire, des actes réflexes par rapport à la communication est une arme. Et que quand les temps sont apaisés, effectivement, on revient sur une communication elle-même apaisée qui consiste juste à essayer de vendre un peu plus le savoir-faire, le savoir-être, en restant sur la bonne petite photo, du bon petit plan qu'on a posé et qu'on expose. Il faut étudier effectivement cette communication à partir du moment où elle naît. Le XXe siècle, à cet égard, est extraordinaire, parce que c'est vraiment là qu'on commence de façon extrêmement visible la communication à des fins opérationnelles. Donc moi, je conseille de réétudier ce XXe siècle, les méthodes soviétiques, les méthodes allemandes, les méthodes américaines, qui permettent ensuite de se dire « Ok, je rentre donc dans un métier qui ne consiste pas seulement à dire ce qui est, mais à réfléchir ce qui pourrait être au travers de tel ou tel instrument de communication. » Donc c'est un métier passionnant. Et puis la communication, c'est une arme. C'est-à-dire qu'un jeune qui n'est pas apte, c'est pas la peine qu'il vienne au CIRPATER ou qu'il vienne dans la communication. Parce que la communication, c'est faire la guerre avec les armes des soldats, c'est-à-dire le fusil, le pistolet et tout l'armement qui va autour, mais en plus le stylo, la caméra, l'appareil photo. Donc un jeune qui n'a pas la tête bien faite et le corps bien fait, capable de résister à tout ce stress, c'est pas trop la peine qu'il vienne dans la communication. Un soldat avant tout, quoi. Et un soldat complet, et évidemment avant tout, mais avec, je terminerai là-dessus, une vie équilibrée. C'est-à-dire que si on récupère un mytho qui ne vit que par l'aspect je veux faire la guerre, il va sans doute se tromper de métier. Il faut avoir une vie bien équilibrée avec, comme quelqu'un qui s'appuie bien sur deux béquilles, des piliers qui lui permettent d'avancer raisonnablement dans la vie, sur le plan familial, sur le plan personnel, sur le plan amitié, sur le plan, enfin un équilibre global qui permette d'être bien dans ses pompes. Bah c'est un très bon conseil et très bonne conclusion. Merci pour cet échange. De rien, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.